Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour de toujours rester avec nous, vous qui nous suivez à travers vos plateformes, à travers les canaux de diffusion de African TV, partenaire incontournable de Gandhi Madia. Nous vous disons donc toujours merci et bonjour, parce que vous êtes toujours disponibles pour nous suivre dans notre logique de communiquer, d'informer sur les informations, les réalités, l'actualité qui concerne l'Afrique de façon générale et de chaque pays en particulier. Comme vous le savez, la question ici au Mali, c'est toujours la question du carburant. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais comme ce n'est pas totalement fini, nous poursuivons l'actualité sur ce sujet. Aussi, on peut aujourd'hui espérer qu'on puisse réfléchir sur non seulement les différentes causes dont on a déjà parlé, mais les solutions qui pourraient être possibles. Voilà. Parce que quand une nation est confrontée à une situation, il faut aussi faire appel aux citoyens pour que ceux-là apprécient et donnent également leur point de vue, mais toutefois en proposant, parce qu'il ne s'agit pas simplement de décrier, ni de critiquer, ni d'insulter, ni de dire quoi que ce soit, mais aussi, après les cris de cœur, il faut aussi proposer des voies qui pourraient aider à sortir de cette situation. C'est dans ce cadre précis que nous recevons notre invité, on en a invité un peu plus, mais compte tenu de cette réalité des pénuries de carburant, ils ne sont pas encore arrivés ici au studio. On espère bien qu'ils vont nous trouver là. Mais celui qui est déjà présent avec nous ici, vous le connaissez déjà, c'est Baba Boubacar Keïta. Baba Boubacar Keïta est un leader associatif qui a toujours été là pour des grandes réflexions. Il est toujours passé sur des plateaux, des chaînes de télévision, dans les radios, et aussi au niveau associatif, tout le monde le connaît. Bien, on le reçoit encore une fois de plus pour qu'avec lui, nous puissions penser, réfléchir davantage sur cette question, mais aussi imaginer des possibilités de solutions. Merci encore une fois de plus, M. Baba Boubacar Keïta, d'être venu. Merci, M. Monoko. C'est à moi de vous saluer, de vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau de grande envergure. Et permettez-moi de saluer aussi tous les Maliens, qui qu'ils soient, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Et surtout saluer aussi tous ceux qui sont en train de faire pour que nous soyons ravitaillés en matière de carburant. Il s'agit des chauffeurs, des conducteurs de ces différentes citernes-là qui prennent de grands risques pour que nous puissions avoir à Bamako ou bien partout au Mali alors du carburant. Et alors les décisions que nos autorités sont en train de prendre tout dernièrement pour que la population soit servie. Et je salue aussi alors les techniciens de ce plateau, tous ceux qui sont quand même concernés pour la mise en place de ce plateau afin que les gens puissent donner leur avis sur des questions d'intérêt national. Merci pour ce message très fraternel. Également, on va profiter pour notre chaîne pour encore saluer le courage que doit avoir notre confrère Keba Diallo, qui a perdu son père il y a de cela quelques jours. Nous lui exprimons ici notre solidarité, notre soutien et les condoléances, et que l'âme du père se repose en paix. Keba Diallo est un confrère, est un grand journaliste. Je sais que vous l'avez certainement connu, comme vous n'êtes pas du monde des médias, et c'est un confrère. Alors, nous saluons donc la mémoire de son père. Nous espérons aussi que le frère et confrère sera vraiment dans une logique de force morale pour supporter ce moment très difficile. Voilà. Pour ceux qui devraient venir, on espère qu'ils auront du carburant pour nous rejoindre dans ce studio. D'ici là, on va continuer. Baba, depuis déjà 4 semaines, pour ne pas dire un mois déjà, que la situation est là. Elle n'a pas encore totalement fini de faire couler l'encre. Mais comment vous la revivez encore, toujours? Ok, c'est une réalité. Et merci de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur cette question d'une importance très grande. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un mois que nous sommes dans une pénurie de carburant. Et cette pénurie de carburant, comme on l'a dit, n'est pas née ex nihilo. C'est né à la suite d'une menace des bandits armés qui ont décidé quand même d'asphyxier Bamako en matière d'approvisionnement. Et ça a commencé. On pensait que ça n'allait pas durer, mais malgré les efforts que nos autorités sont en train quand même de mettre en œuvre,
Donc le constat est là, les longues files continuent toujours devant les stations. Et bien que mal, bon, les gens sont quand même en train de se servir, mais ça ne coule pas à flot comme il l'était avant, quoi. Donc je crois que ça entraîne quand même d'impacter sur la vie des Bamakois et surtout à l'intérieur aussi du pays, parce qu'on me dit qu'à Ségou, il n'y en a même pas. Donc dans d'autres contrées, j'ai appelé pour savoir l'état de distribution du carburant. Donc j'ai vu qu'à Mopti aussi, c'est très difficile de s'en procurer. À Mopti, on peut en trouver, mais à Sévaré, c'est très difficile. Donc on voit que ça entraîne quand même de freiner les activités économiques, les activités sociales, les activités industrielles dans le pays, et que ça entraîne même de jouer sur la santé des gens, parce que même pour se déplacer, pour aller à l'hôpital, donc il faut souvent du carburant, d'un point A à un point B, il faut quand même avoir du fioul pour aller. Donc ça entraîne de jouer sur tous les pans de la société, et je crois que c'est quelque chose quand même qui dure, et que nos autorités doivent tout faire pour que cela s'arrête. Maintenant, et moi, je vois que les gens, quand même, se sont tellement patientés. Les gens, c'est une résilience que les Maliens ont fait. Ils ont à saluer aussi. De passage, je salue cette belle population du Mali qui supporte tout pour son pays et qui a quand même cet élan patriotique-là. Donc, il fait que malgré toutes les difficultés, les gens restent tels qu'ils sont. Donc, cette attitude aussi est vraiment à encourager et à saluer. Donc je crois que nous devons nous mettre ensemble. Parce qu'on a vu aussi souvent que les uns et les autres ont commencé à accuser les autres. Donc on n'a pas d'autres ennemis que les gens qui nous ont empêchés d'avoir le carburant. Donc chercher des boucs émissaires à l'intérieur, donc il faut que cela cesse. Donc personne n'a intérêt. Parce qu'il y a des questions avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Donc dans un pays, les questions de défense, là, ce n'est pas des questions de coterie, de partisanerie, de parti. Donc c'est des questions régaliennes. Donc tout ce qui concerne l'État ne doit pas être partisan. Que les gens cessent d'accuser de tort à travers certaines personnalités de ce pays, des gens qui sont en train de se battre pour que les choses puissent aller, comme des apatrides ou bien des gens qui se mettent en relation avec ces bandits armés là pour mettre le pays à terre. Alors que, vous savez, quand il y a des crises de telle envergure, donc il y a des propos que les gens doivent se méfier de prononcer, surtout les propos incendiaires, les propos de division, les propos de clan. Donc l'essence ne concerne pas qu'une partie, comme je l'ai dit, ça concerne tous les Maliens et c'est une question de défense nationale parce que ce sont nos militaires qui sont en train d'escorter ces citernes-là pour que ça puisse rentrer. Et je vois que des attaques sont faites souvent et des gens en pâtissent. Les gens tombent voilà, comme des chauffeurs et des militaires. Donc on ne doit pas s'amuser avec ce genre de choses et surtout de ne pas déguiser certaines personnes comme complices de ces bandits armés. Donc notre ennemi reste ces bandits et il faut que nous trouvions les moyens pour les neutraliser, pour les maîtriser, pour les empêcher de nous imposer des choses. Donc l'État aussi doit sensibiliser dans ce sens. Et maintenant, comme nous avons engagé une approche, et on a un mois de cette approche, et si cette approche n'est pas tout à fait efficace, donc nous devons penser à trouver d'autres solutions. Oui, on en viendra donc à terme de solutions, on en viendra, mais on est en train d'apprécier ici. La première question, c'était de savoir comment vous vivez ça. Et c'est aussi l'occasion, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, de saluer donc tous ceux qui sont impliqués dans l'approvisionnement, c'est-à-dire tous ces chauffeurs, ces responsables des remorques qui, malgré les difficultés, malgré les menaces, malgré tous les risques nécessaires, acceptent donc d'assurer, n'est-ce pas, le trafic afin que le carburant puisse arriver, que ce soit par la voie qui lie Mali à la Côte d'Ivoire, que ce soit la voie qui lie Mali au Burkina Faso ou le Mali à d'autres pays. L'idéal, c'est qu'on leur reconnaisse ce mérite-là parce que c'est des sacrifices qu'ils prennent. Et vraiment, félicitations et merci, encouragement à tous les grands chauffeurs, à tous les apprentis, à tous les convoyeurs, à tous ceux qui participent à ce que le carburant nous parvienne ici, non seulement au Mali de façon générale, mais à Bamako de façon singulière, parce que Bamako est très sensible, c'est la capitale d'un pays, il ne faut pas que Bamako chancelle, c'est pas possible et c'est pas normal. Donc là déjà,
Bravo et félicitations. Il faut quand même le dire. Comme vous l'avez également dit, c'est l'occasion, quand on est sur ce plateau, c'est l'occasion d'être objectif. Il y a cette notion de reconnaître à ce grand peuple sa résilience. Parce que le Mali, c'est un grand peuple et ce Mali supporte et continue de soutenir et supporter toutes les difficultés. Donc l'aspect, la résilience de ce grand peuple mérite d'être aussi reconnu objectivement. Alors, merci à ce grand peuple et du courage, et ce qui est sûr, une solution sera trouvée. J'imagine bien. D'ici là, Baba, tout à fait. Nous y sommes. Comme je l'ai dit, ça perdure. Vous l'avez même dit, ça impacte. Est-ce qu'on ne peut pas aussi craindre que si ça traînait longtemps, au niveau des paniers de la ménagère, parce que ceux qui vont aller chercher les denrées alimentaires pour approvisionner les marchés, dans ces derniers temps, ont des difficultés pour acheminer du lieu de la récolte jusqu'au marché, au lieu de vente. Les difficultés sont là. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'un jour, si il n'y a pas de solution, on ne peut pas impacter le panier de la ménagère? Nos assiettes ne peuvent pas en souffrir. Bon, je crois que quand il y a une crise de carburant, comme on l'a dit, ça va jouer sur tous les pans de la société. Parce que les autres pans de la société dépendent de l'utilisation du carburant. Donc on voit que nous sommes un pays, ou bien même nous sommes quand même un pays, même s'il y a la continentalité, nos produits aussi viennent de nos villages. Nous sommes approvisionnés souvent à partir de nos villages en matière de riz, en matière de maïs, en matière de blé, voilà, bon, en matière aussi de mil. Parce que ce sont ces aliments-là que nous consommons. Mais ces aliments-là ne sont pas dans les grandes villes directement. Ces aliments-là sont dans les villages, dans les régions et consorts. Donc pour que ces aliments-là puissent être acheminés dans les grandes villes, il faut quand même du carburant. Donc si le carburant n'est pas là, donc ça va créer des problèmes. Ça c'est un. Donc nous voyons aussi que certains de nos produits viennent de l'extérieur aussi, d'un pays à un autre, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et consorts. Donc ça demande aussi du carburant. Maintenant, s'il n'y a pas assez de carburant, donc au fil du temps, donc il y aura quand même alors, des problèmes d'approvisionnement. Parce que nous voyons souvent on dit souvent qu'il y a des réserves au Mali, mais une fois qu'il y a des problèmes seulement, on constate qu'il n'y a plus de réserves. C'est ce qui est arrivé avec le cas du carburant aussi. On pensait qu'avec l'ONAP, on avait des grandes réserves, mais quand la crise a commencé, on s'est rendu compte que dans 2 jours, on a vu qu'il n'y avait absolument rien. Voilà, donc notre approvisionnement en matière de produits alimentaires et des produits pharmaceutiques, il s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est ce qui fait que si on perdure dans cette crise-là du carburant, donc ça va impacter, comme vous l'avez dit, les paniers de la ménagère, et ça va impacter aussi nos assiettes, et ce qui n'est pas bon. Oui. Et surtout, les Maliens n'aiment pas la faim. Donc il y a des choses que les Maliens n'aiment pas, ça c'est les rangs. Par exemple, ma mère me disait tout ça, quoi. Comme elle voyait que je faisais de la politique, là, elle me dit que même quand je deviendrai un dirigeant, d'éviter 2 choses au Mali, la faim et les rangs. Et que c'est ce qui a fait tomber Modibo Keïta. Bon, c'est ce qu'elle pensait. donc ça c'est resté dans ma pensée. Ouais. Et je vois que ces 2 choses-là sont en train quand même de naître aussi, les rangs devant les stations, et des rangs. Et maintenant, il ne faut pas qu'ils nous fassions des rangs devant des boutiques pour nous approvisionner. Donc je crois que l'État est en train de prendre des dispositions à ce niveau pour que alors, cette situation-là puisse avoir une solution et qu'on puisse s'approvisionner et puis que le carburant puisse rentrer comme avant. Voilà. Maintenant, on voit aussi que même sur le plan de l'éducation, le ministre de l'Éducation a été obligé, parce qu'il y avait problème de déplacement des enseignants et des élèves. Et le vendredi, le vendredi dont le décret a été pris pour quand même pour fermer les écoles en attendant le 9. Donc ce vendredi-là, il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas répondu à l'appel. Parce que moi, je suis enseignant. À l'école, là, il y avait peu d'enseignants. Il y avait peu d'élèves aussi qui étaient venus aussi. Donc ça veut dire que c'est une réalité qui fait que même les déplacements sont difficiles. Donc je crois que dans les grands services aussi, les gens ont ces mêmes problèmes. D'ailleurs, même la recherche du carburant est devenue une corvée de tous les Maliens. Donc il y a des gens qui passent 24 heures à chercher l'essence, d'autres 72 heures même. Moi, je connais des gens qui ont fait 72 heures au rang, et au finish, quand ils sont arrivés au niveau de la pompe, on dit que l'essence est finie, après avoir fait 72 heures. Donc voici la réalité des liés. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va quand même, si ça dure,
comme on l'a dit, et mon ami Monoko, donc ça va jouer sur tout ce que nous avons comme consommation, tout ce que nous avons comme activité et tout ce que nous avons comme... même ça va jouer sur les humeurs. Hein. Donc c'est ce qui est très dangereux d'ailleurs et c'est ce qu'il faut quand même tout faire pour que cette situation-là s'amenuise et que cette situation-là soit dissipée d'ici un court temps. Parce que si ça persiste, donc ça peut amener alors beaucoup d'autres choses et c'est ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Mais en même temps que les gens souffrent et cherchent des solutions pour que ces gens puissent être mis dans des conditions d'obtention du carburant, d'autres en font aussi du gros business. D'autres en font du gros business. Est-ce que ça n'interroge pas un peu sur la moralité de l'Africain en général? Parce que il y a une situation critique. Et tout le monde devrait dire que non, cette situation est dramatique. On doit faire en sorte que chacun soit plus ou moins satisfait. Oui. Mais d'autres en font du business. Est-ce que c'est encore là? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la question d'interroger la conscience africaine sur ces genres de comportements? Est-ce qu'on ne peut même pas dire, à cause de l'argent, les Africains ne sont pas prêts à tout, même s'enrouler chez les criminels, chez les djihadistes et autres à cause de l'argent? Parce que personne ne peut imaginer dans cette situation critique où le carburant est devenu rare et que tout le monde en cherche, certains en font l'objet de business. Oui, ça c'est un vrai constat aussi. Hein. Donc beaucoup de jeunes non désœuvrés, des jeunes sans emploi, bien des jeunes qui étaient dans des petits marchés, sont en train quand même d'utiliser cette situation pour en faire un commerce et pour avoir de la pécune. Et ce qui a amené ça, comme je l'ai dit, la conscience d'appartenir à une nation est très faible chez les Africains. C'est ce qu'on n'a pas travaillé depuis 1960. Donc le fait que les gens ne sont pas alors de la même famille seulement, donc les gens ne pensent pas que c'est un problème national et que nous devons contribuer. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire voir à travers cette crise-là. Donc sinon, un problème qui est là, les gens n'ont pas de carburant. Et d'autres sont en train quand même de se sacrifier, même leur âme, pour que ce carburant-là puisse rentrer. Et le fait, quand ce carburant-là rentre, vous en faites, comment dirais-je, vous en faites de la spéculation avec ça. Vous voyez que c'est immoral. Mais comme je l'ai dit, la conscience d'appartenir à la nation, dire que mes concitoyens sont en train de souffrir, il faut que moi aussi je contribue pour que cette souffrance soit allégée. Donc c'est ce qui n'existe pas chez les peuples africains. Bon, ça se manifeste chez les jeunes de la sorte, hein. Sinon c'est dans tous les domaines. Quand vous prenez les fonctionnaires maliens, rien ne les intéresse que leur salaire. Tout ce qui arrive au pays, ça ne les intéresse à rien, en aucun cas. Donc tout le monde est en train de sauvegarder ses intérêts existentiels et ses intérêts personnels. Donc c'est ce qui est arrivé à l'Afrique. Donc c'est pourquoi moi je dis chaque fois en Afrique ici, il faut que nous renforcions cette conscience d'appartenir à une nation et ce talent de patriotisme-là, aider l'autre, quelqu'un qui est de ma patrie, ou bien s'il y a un problème de ma nation, de m'y impliquer. Donc ça, les gens le disent. Hein. Moi j'ai rapproché beaucoup de gens de grandes qualités en matière de niveau intellectuel, des gens de basse classe. Donc j'ai causé avec des Maliens, j'ai connu les intentions des Maliens. Les gens disent des choses, mais ce n'est pas ce qui est en eux. Ouais. Donc c'est ce qu'il faut changer. Il faut que les gens soient des gens patriotes, des gens de conviction, des gens qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays, les gens qui sont prêts à s'entraider. S'il n'y a pas d'entraide dans un pays, donc le pays ne sert absolument à rien. Nous nous mettons ensemble pour nous défendre, pour nous épauler, pour être solidaires entre nous. C'est pourquoi il y a la nation. Maintenant, si cet esprit-là disparaît dans une société, donc je crois que nous sommes arrivés dans la bestialité. Donc il faut sensibiliser dans ce sens, en bambara, dans les radios, pour amener à ces jeunes-là qui sont en train de faire, parce que c'est souvent inconscient. Ils le font souvent, ils ne mesurent pas alors les impacts quoi. Donc vraiment il faut les sensibiliser, ceux qui sont en train de faire de cette activité-là une activité de commerce pour s'enrichir, pour leur dire que l'argent de cette essence-là n'enrichira personne. Parce que ça ne va pas perdurer, ça va finir. Et si toi tu t'habitues à de l'argent facile comme ça, donc ça va te créer des problèmes. Et surtout l'argent du sang humain. Parce que l'autre jour, le Premier ministre a dit, l'essence c'est le sang humain.
humain. Si le sang, c'est le sang humain, donc ça veut dire que toi, tu es en train de boire le sang des autres. Et ça, c'est ce qui est très grave. Donc il faut vraiment sensibiliser, il faut communiquer pour que ceux qui sont dans ces activités-là puissent arrêter. Oui, ben justement, comme vous le dites, ben c'est inquiétant parce que on a comme l'impression, ce n'est pas simplement dans le cadre de la rupture du carburant, même si des situations, on peut peut-être dire, on dit il y a des dons qui sont offerts à des invalides, on se rend aussi compte que souvent dans la répartition de ces dons, beaucoup disparaissent, d'autres affrontent. C'est une question, du moins ça c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais qui nous amène à nous interroger sur la réelle conscience de l'Africain. Est-ce que l'Africain a conscience que la chose publique n'est pas la chose individuelle et que la chose publique mérite d'être respectée et que quand il y a une crise de façon généralisée, comme le cas est celui-ci, chacun doit donner une part de ses sacrifices en refusant de faire du faux dans ce qui est dans la recherche de la solution. On peut donc se dire que si donc cette faiblesse est connue, ceux qui recrutent malheureusement nos enfants, les jeunes, les désœuvrés, est-ce qu'ils ne se sont pas servis sur cette faiblesse pour alimenter ce qu'on vit aujourd'hui comme le terrorisme, ce qu'on vit aujourd'hui comme les narcotrafiquants qui ont des passeurs, de tout. Est-ce que ce n'est pas sur ça les gens... Parce que c'est difficile de comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Oui. Et ce qui se passe là, qui est anthropique, c'est-à-dire la conséquence du comportement humain, donc c'est le résultat aussi d'un développement qui va sans les autres. Oui. Le train de développement en Afrique va sans les Africains. Oui. C'est seulement quelques personnes qui embarquent ce train de développement-là. Maintenant, le fait que ce train-là va sans les autres, ces autres-là qui sont sur lesquels, ce sont des gens vulnérables, qui sont quand même exposés à toutes sortes de maux sociaux, à toutes sortes de délinquances, à toutes sortes de criminalités. Est-ce que vous voyez? Donc, nos développeurs-là doivent envisager de faire de telle sorte que les gens puissent être impliqués dans le développement du pays et que les gens aussi se développent de façon économique et sociale. Donc, je crois que le paradigme même du développement social, nos ministères du développement social là, doivent changer. Parce qu'en Afrique, ces différents ministères-là ont pris l'habitude de donner des miettes aux gens pour dire qu'on est en train de lutter contre la pauvreté. Alors que c'est eux-mêmes qui sont en train de cultiver la pauvreté et d'en mettre alors de l'engrais là-dedans. Donc faire de telle sorte que quand nous envisageons des projets, des programmes étatiques, faire de telle sorte que les gens puissent se développer, les gens puissent avoir des emplois décents et ceux qui sont dans des activités rémunératrices de revenus, que ces gens puissent gagner dans ça et qu'ils puissent vivre de cela. Et faire de telle sorte aussi que les projets sont accompagnés, c'est ça? Voilà, c'est ça. À financer les projets des jeunes. Même si on ne finance pas les projets des jeunes, maintenant qu'on mette un cadre où les jeunes puissent s'épanouir. Par exemple, quand vous partez dans un village, vous aménagez des terres, pas pour tout le monde, parce que quand vous mettez une terre pour tout un village, ça n'appartient à personne, quoi. Mais on peut prendre 5 jeunes, on les met en coopérative. On dit que ces terres-là, 2 hectares aménagés, c'est pour vous. Vous allez cultiver là-dedans. Il y a les papiers et il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent travailler. Donc on peut faire ce genre de choses. Mais donner de l'argent aux jeunes là, on a vu que cela ne marche pas, quoi. Mais les jeunes qui sont dans des activités déjà, donc peuvent être accompagnés. Je n'ai pas dit d'aller chercher des jeunes qui sont... Et voilà. Maintenant, ces jeunes-là qui sont dans les activités, si eux, ils sont aidés, accompagnés comme vous l'avez dit, donc ces jeunes-là vont tirer maintenant les autres jeunes. Mais évitez quand même d'accompagner une jeunesse qui n'est dans rien, quoi. Par exemple, quelqu'un qui a plus de 20 ans, ou bien il est né à l'école, il ne fait absolument rien. Donc cette personne-là, comment on va l'aider? Même Dieu lui-même ne peut pas l'aider. Mais des jeunes, par exemple, qui est coiffeur, qui a son activité, ou bien qui se débrouille dans la peinture, ou bien dans les carrelages, donc ces jeunes-là peuvent être accompagnés. Maintenant, si eux, ils se développent, donc eux aussi, ils vont tirer d'autres jeunes qui vont se développer.
Donc c'est de cela que je parle. Mais quand nous laissons beaucoup au quai du développement, c'est-à-dire c'est une minorité de personnes qui se développent seulement, et puis j'ai l'impression que les États africains ne se soucient que des fonctionnaires, alors que les fonctionnaires là ne sont qu'une minorité. Même quand on prend des projets, par exemple quand vous prenez les cas de l'assurance maladie au Mali, vous allez voir que l'État a pris en compte seulement ceux qui sont dans des fonctions formelles. Maintenant, ceux qui sont dans les fonctions informelles, comme les agriculteurs, qui constituent les 80% de la population, donc vous allez voir qu'ils sont mis à l'écart. Donc les projets sont comme ça, quoi. Alors que nous sommes dans une société où tout le monde a besoin de vivre, de s'épanouir, alors de tourner. Donc il faut voir ces aspects-là aussi. Donc c'est ce qui fait que l'homme, quand il n'est pas pris en compte, quand il est à l'écart d'une société, devient un criminel et il est prêt à tout. Donc c'est ce conseil-là que nous donnons à nos autorités. Et vraiment, il faut penser au développement de l'humain. Il ne sert à rien de faire des grands bâtiments alors que l'homme n'est pas construit. L'homme n'est pas développé, l'homme n'a pas de travail décent. Comme vous l'avez dit, l'enrôlement au niveau de ces djihadistes-là, quand vous faites le constat et quand vous faites l'enquête, des études doivent être faites dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas se permettre quand même chaque fois de faire des affirmations gratuites. L'État doit envoyer des gens faire des études. Pourquoi certains jeunes rentrent dans ces activités criminelles? Comment ils entrent? Quel est leur état d'esprit? Donc ces enquêtes-là doivent être faites par l'État pour quand même solutionner le problème. Donc voir réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que moi je voyage beaucoup. Même depuis 2017, j'ai fait Menaga Bamako en voiture pour voir l'aspect même du problème, quoi. Donc Menaga Bamako, vous voyez, 2017, quelqu'un qui peut faire ça là, sur la route, vous voyez qu'il y a des dangers qu'il a affrontés. Oui. Donc je ne vais pas tout dire ici. Mais je cause, par exemple, il y a des zones où on enroule, les jeunes sont enrôlés. La zone de Niafouké, par exemple. Les jeunes ont vu que quand vous mettez dans cette activité, non seulement ta famille est sécurisée et tu vas gagner de l'argent. Maintenant, dans cette zone-là, les djihadistes n'achètent même pas la moto là-bas. C'est les jeunes même qui cherchent sa moto et ils viennent intégrer pour avoir la sécurité et pour avoir de la pécune. Est-ce que vous voyez? Donc dans d'autres zones, on identifie certains jeunes et on vient leur donner des moyens financiers, des moyens matériels et pour les enrôler. Donc vous voyez, ce n'est pas la même chose partout. Donc l'État doit faire des études pour voir exactement alors comment et pourquoi ces jeunes-là entrent dans quelque chose et qui n'est pas légal et qui n'est même pas facile. Parce qu'ils sont dans la brousse, qui ne viennent pas à la maison et qui n'est avec personne. Voilà, donc il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien là-dedans. Mais nous avons vu ça venir il y a longtemps. En 2008, quand j'étais leader jeune dans les CNJ, donc il y a le Conseil économique et social qui fait des revues par an, 2 fois je crois. Ils descendent dans les communes pour voir en réalité ce qui se passe. Donc moi j'ai été représenté les jeunes de Bamako, au gouvernement de Bamako, quand j'étais les représentants des jeunes. Et je dis que notre développement, c'est un développement qui ne tient pas compte de l'humain. Donc ça prend en compte seulement de quelques personnes qui sont parties à l'école. Et tout est au-dessus de cette population. Il n'a pas accès à la nourriture, il n'a pas accès au logement décent, il n'a pas accès aux loisirs, au plaisir. Et j'ai même dit que quand nous prenons Bamako, les lieux de loisirs là sont très chers pour les jeunes, ils ne peuvent pas aller se distraire. Ce jour-là, il y avait un douanier qui dit non. Et ce sont les gens qui ont les moyens qui ont droit à certaines choses. C'est ce que les chefs douaniers là m'a dit. Ouais. Mais moi, j'ai dit, et les autres là aussi sont des humains, voilà, des citoyens. Et quand quelqu'un se distrait, est-ce qu'il va se mettre dans la guerre? Non. Un jeune qui va à la boîte chaque nuit, ou bien chaque week-end, il a la possibilité de mettre des balanichos, de s'amuser, de vivre. Est-ce qu'il va se retrouver dans ces choses-là? Donc j'ai dit, au lieu de financer des projets pour dire de lutter contre l'extrémisme violent, en faisant des ateliers à des gens qui ne sont pas violents, parce qu'on va prendre des jeunes bien lotis là, on va les amener dans un hôtel et ils vont consommer des mets succulents et on va dire que nous sommes en train de lutter contre l'extrémisme violent, alors que les gens à qui on s'est adressé ne sont même pas violents. La cible vraie. La vraie cible n'est pas encadrée. Donc c'est le monde des ONG aussi
Et les gens font ça pour justifier alors les financements qu'ils ont eus, mais ça n'a pas de réel impact. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer des emplois à ces jeunes-là qui sont dans la ruralité, qui sont restés au village, et aussi de les accompagner, et aussi de créer des activités de loisirs. Par exemple, dans la région de Mopti, il y avait un événement chaque année que les jeunes préparaient, quoi, la traversée des vaches. Est-ce que vous voyez? Donc, les jeunes passaient toute l'année c'est comme un festival national. Donc, à préparer cette activité-là. Donc, et quand il y a cette activité, la traversée des vaches, c'est-à-dire les vaches, pendant l'hivernage, vont du côté de Niger, quoi. Donc, après, vers Yuarou, là, donc, on coupe. Donc, c'est toute la région de Mopti qui est mobilisée pour cette activité, qui est un grand festival. Donc, depuis le départ des vaches, donc, cette organisation commence. Donc, et quand ça s'approche aussi, donc les gens sont dans ça, comme les biennales qu'on fait maintenant. Là. Les biennales, là, c'est ce que l'État a mis, mais ça, c'est traditionnel, mais ça mobilisait toute la jeunesse de Mopti, de la région de Mopti. Bon, avec le djihadisme, avec le terrorisme, là, toutes ces activités-là, ce sont... voilà. Donc les gens n'ont aucun plaisir, les gens n'ont aucun loisir, et les gens n'ont pas assez de moyens. Bien. Donc c'est facile de les mobiliser. Ok, voilà. D'accord. Merci. On aura certainement le temps de développer ça longuement, mais il y a quand même des sujets qui sont suscités à partir de cette crise que nous vivons, cette crise de carburant dont je parlais. Et donc, parmi ces sujets, il y a souvent des communications, des informations. Tantôt, ça vient en quantité, tantôt, ça ne vient pas. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas trop l'homme de l'information ni de la communication, mais en tant que citoyen, comment on peut expliquer ces genres d'informations qui sortent de partout, qui ne sont pas contrôlées, et alors qu'en réalité, quand on est dans une situation de crise, il devrait y avoir ceux qui devraient être habilités à donner les informations, les vraies, qui devraient être la voix la mieux indiquée pour écouter. Quand s'il y a ceci, tantôt on dit non, il y a des citernes qui sont brûlées, tantôt ce n'est pas brûlé, tantôt ça vient, tantôt ça ne vient pas, tantôt c'est 500 citernes qui arrivent, c'est 300, c'est 200, on ne sait pas. C'est arrivé à Bamako, tantôt on dit ce n'est pas encore arrivé, on s'est servi dans les... Il y a tellement de communication et ça donne une logique de confusion. Comment vous ressentez ça? J'espère que pour la prochaine fois, j'aurai ici avec moi des gens, des spécialistes du monde de la communication et de l'information pour qu'on en débatte parce qu'il y a trop d'informations alors qu'on vit une situation de crise. Tout à fait. C'est un constat. Je crois que la communication qui devrait être une solution au Mali est en train de devenir un problème. Parce qu'on s'amuse trop avec la communication. La communication aussi, c'est une spécialité. C'est une compétence. C'est une institution. Donc si elle n'est pas canalisée, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas faite par les professionnels, ça peut quand même détruire. Les Bambara même l'ont dit. La parole n'est pas pour tout le monde. Donc il y a la communication institutionnelle. Et cette communication institutionnelle aussi, il y a la communication de la crise. Quand il y a une crise là, la communication qui doit être faite là est différente de la communication qui doit être faite en temps normal. Oui. Maintenant, nous sommes dans une gestion de crise. Et dans cette gestion de crise-là, donc, tout le monde se permet de communiquer. Quelqu'un qui a son téléphone seulement, il met du forfait et il se met à dire des choses qui ne sont pas constatées, des choses qui ne sont pas réelles, et souvent même des communications martiales, des choses de l'armée. Des communications de l'armée, les gens se permettent de dire. Et quand des citernes se lèvent et qu'ils se dirigent vers Bamako, si toi, à Kadiana ou bien à Kolondiaba, tu les vois passer. Toi, tu prends ton téléphone et tu dis qu'il y a 300 citernes qui sont en train de se diriger sur Bamako et tu mets ça sur les réseaux. Mais est-ce que tu n'as pas exposé les gens? Oui, ça c'est vrai aussi. Voilà, donc il faut vraiment que cette communication de crise soit quand même maîtrisée par l'État et que des vrais spécialistes soient mis là-dessus et qu'il y a certains pyromanes qu'il faut interdire quand même de communiquer parce qu'ils communiquent dans tous les sens, parce qu'ils sont dans la communication de soutien. En voulant soutenir souvent, ils sont en train de tout détruire. Donc il faut leur parler, il faut leur dire la vraie réalité. Donc le soutien est vrai, mais il ne faut pas faire des choses qui compromettent l'État et des choses qui compromettent des individus et des choses qui amènent même souvent la perte de vie. Parce que quand vous mettez l'information alors que c'est une opération qui doit être secrète, donc vous voyez ce que vous faites. Donc quand nous étions enfants même, quand au temps Moussa, et quand les armes rentraient à Bamako, on faisait une coupure générale.
La nuit, c'est la nuit que ça rentrait. Tout le monde est au courant de ça. Les gens de notre âge le savent. Donc on fait une coupure générale de Bamako à Kati. Donc c'est à ce moment-là que les armes vont passer à travers Sébening-Goro jusqu'à Kati. Et personne ne les voyait. Mais maintenant, s'il y a des choses qui passent, donc c'est les gens même qui prennent des téléphones et qui l'exposent sur les réseaux. Comme ils sont des vrais spécialistes. Donc c'est des choses vraiment qu'il faut arrêter. Donc on peut soutenir son pays et on peut aimer son pays sans faire des choses comme ça, quoi. Parce que si on ne les dit pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien alors qu'ils sont en train de vraiment détruire. Et surtout vous, les gens de la communication qui avaient fait la formation aussi, qui étaient spécialistes là-dedans, donc il va falloir que vous preniez votre chose et que vous ne laissiez pas tout le monde communiquer. Même s'il faut prendre des sanctions, hein, et tu n'es pas spécialiste, est-ce que moi qui n'ai pas avocat, est-ce que je peux aller dans un tribunal pour aller plaider? Donc les gens aussi qui ont fait des études pour se spécialiser dans ce domaine-là, donc on doit les reconnaître cela. Donc toute autre personne qui va se mettre dans ces activités et qui n'ont aucune compétence là-dedans, vraiment que des mesures soient prises pour les sanctionner et qu'ils soient écartés quand même de cette espèce-là, parce que non seulement ils ne sont pas spécialistes. Bien. Voilà donc une situation qui est critique et que tout le monde vit, chacun la ressent à sa façon. On va parler, on va penser, on va imaginer solution. Est-ce que dans cette situation critique que tout le monde vit, parce que la crise du carburant n'épargne personne, c'est pas par rapport à... Oui, allez-y. Tout le monde, c'est pas par rapport à parce que X est ceci, X est W, il est clair, il est noir, il est de mon côté, il n'est pas de mon côté, mais ça frappe tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas temps, dans ces circonstances-là, de penser que tout le monde se retrouve autour du Grand Mali, parce que crise du carburant, c'est la conséquence des menaces des terroristes, des voyous, des djihadistes, des hommes sans foi ni loi, qui se permettent tout, qui détruisent tout, qui mettent tout à mal. Est-ce qu'il n'est pas temps, vous qui êtes leader, vous qui avez toujours donné votre lecture, est-ce que ce n'est pas le moment d'encourager à l'union sacrée autour de Maliba, la grande nation? Est-ce que ce n'est pas le moment pour que chacun se sente concerné et ensemble, l'ennemi commun peut être géré? Je crois que dans la division, rien n'est possible. Oui. Tout est possible dans l'union. Mais je crois que cette nouvelle division que certains Maliens ont créée arrange certains. Les gens mangent là-dedans. Okay. Il y a certains courtisans du pouvoir, ou bien je vais les appeler même les courtiers du pouvoir, font croire aux autorités comme si tous ceux qui ont des avis contraires à certaines questions sont contre eux. Ils entretiennent ça. En Bambara, on appelle ça Namima. Okay. Namima qui est différent de l'escroc. Donc Namima, c'est quelqu'un qui met une situation et qui fait de la situation une réalité, quoi. Il ne se met pas à raconter seulement ce que l'autre fait à l'autre, hein. Mais lui, il crée la situation de telle sorte que l'autre même va penser que celui-là est mon ennemi. Ouais. Donc, il y a ce genre de personnes qui sont nées et qui vivent de ça. On a vu des gens qui n'avaient absolument rien au départ de cette transition, mais avec cette activité qui est devenue leur travail, donc ils ont tout eu. Et ils ne veulent pas que cela finisse. Il n'y a personne qui veut que son pays soit attaqué. Il n'y a personne qui est ennemi de son pays. Surtout connaissant les Maliens, le patriotisme des Maliens est très élevé. Maintenant, les gens peuvent ne pas être d'accord sur certaines questions. Et ça, c'est normal. Même dans la famille, là. Est-ce que tous les membres de la famille sont d'accord sur ce que le chef dit? Non. Il y a des gens qui s'opposent au chef de la famille alors que c'est lui qui amène tout. Oui. Voilà. Donc, dans la vie, si vous n'êtes pas une seule personne seulement, donc il va y avoir des désaccords. Mais je crois que les gens qui ont les rênes du pouvoir doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Faire de telle sorte que les Maliens puissent se retrouver. De faire de telle sorte que les Maliens puissent contribuer avec des solutions concrètes à la gestion de cette crise-là. Parce que on est dirigeant, ce n'est pas parce qu'on est futé, plus futé que tous les autres. Hein. Toute société humaine, toute communauté humaine, pour se maintenir, pour évoluer en harmonie, a seulement besoin d'un dirigeant. Mais les gens se complètent. Donc je crois qu'il ne faut mettre personne à l'écart. Les gens sont de bonnes intentions. Si vous voyez que les gens parlent là, c'est parce qu'ils veulent que ça s'arrange. Sinon, s'ils veulent que
et les choses se gâtent là. Les gens se taisent. Hein. Les Bambara disent qu'au Dadjou, une mauvaise langue, vaut mieux que quelqu'un qui garde tout à l'intérieur de lui. Dadjou, donc les Bambara disent ça. Dadjou, et celui-là vaut mieux que quelqu'un qui ne te dit rien, mais qui te laisse faire, mais il a de mauvaises intentions. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc si vous voyez que les gens sont en train de parler, c'est parce que les gens veulent que c'est ça, les choses se règlent. Parce que c'est notre pays, c'est notre dénominateur commun. On n'a pas deux pays. Par exemple, cette crise de carburant là, qui ne la vit pas? Tout le monde l'a vu. Donc s'il y a un problème pour un pays, c'est tous les citoyens qui ressentent. L'insécurité, qui ne la vit pas? Qui peut aller dans son village aujourd'hui? Donc vous voyez, donc c'est des choses qui ne sont pas partisanes. C'est ce que moi je dis. Même dans les rencontres qu'on fait souvent, pour des réflexions, des solutions, moi je dis toujours aux gens, il ne faut pas que les gens tirent alors la couverture de leur côté. Parce que quand on vous donne un travail à faire pour solutionner une question de défense ou bien une question de sécurité, donc c'est à vous de trouver la solution, mais il ne s'agit pas de défendre votre côté, quoi. Donc ça, c'est des questions d'intérêt national. Quand il y a des questions d'intérêt national, donc il faut les traiter de façon objective. Donc j'invite les Maliens à se donner la main, les autorités à se mettre au-dessus de la mêlée et faire de telle sorte que les Maliens s'y retrouvent. Et surtout, les gens qui ont été emprisonnés, des gens qui sont partis à l'exil, trouver les moyens. Parce qu'en temps de crise, là, ce n'est pas le droit qui est appliqué à 100%. Hein. La gestion de crise, souvent, il faut faire fi au droit. On n'est pas dans la normalité. Donc ceux qui sont en prison pour des questions politiques ou bien pour des questions d'intérêt politique, donc il faut trouver les moyens de les libérer. Ceux aussi qui sont partis à l'extérieur, alors que ce sont des dignes fils de ces pays-là, mais à cause de leurs idées, ce ne sont pas des ennemis du pays. Hein. Donc trouver des moyens de les faire rentrer. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, tu vas penser qu'il est petit, mais il y a des choses qu'il peut résoudre. Il y a des gens qui peuvent parler à ces Maliens-là qui ont dérouté. Il y a des gens qui peuvent leur parler. Mais il y a des gens qui sont ministres qui ils ne vont même pas les écouter. Est-ce que vous voyez? Donc, tout le monde est important dans la construction d'un pays. Donc, moi, j'invite nos autorités quand même à trouver un moyen de rassembler des Maliens, d'écouter chacun et quand même d'aller de l'avant. Sans ça, sans l'union, rien n'est possible. Oui, mais dans l'union, tout est possible. Dans l'union, ça peut être là. Mais certains, ceux qui accusent à tort ou à raison, certains disent que visiblement, d'autres disent qu'il faut que la transition ne marche pas, ne réussisse pas. C'est un peu ça. Il y a une confusion, d'une part. Or, l'armée est pour tous les Maliens. Ça, c'est dans la logique régalienne. L'armée est au-dessus de tout. Et tout le monde se retrouve dans l'armée. Et quand il y a le soutien de l'armée qui est au front, tout le monde doit faire bloc. Et pour ce qui est de la lecture de la politique politicienne gérée par la transition, chacun peut aussi faire ses critiques, mais en même temps des propositions pour aider à ce que tout ne se gâte pas. Parce que tout compte fait, c'est eux qui engagent aujourd'hui la nation malienne, l'État malien. On cherche à comprendre. Dès lors, il faut que chacun donne le sien. Chacun accepte de se sacrifier pour dire non, il est temps que je fasse l'économie de ce qui m'intéresse individuellement et que je puisse parler Mali et qu'on puisse se retrouver et qu'on puisse s'entendre. Est-ce que si cela était, ça pourrait, de mon point de vue, amener la confiance? Donc c'est une question de confiance. Comment donc créer cette confiance, Baba? Oui, et comment dirais-je, le manque de confiance que nous vivons aujourd'hui n'est pas né ex nihilo, et vous le savez. Il y a eu des choses qui se sont passées. Oui. On a fait la concertation nationale, on a fait le dialogue intermalien. Avant cela, on a fait les ANR. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Donc, quand les gens s'entendent sur des choses et que cette entente-là soit violée par un des camps là, donc ça va créer obligatoirement un manque de confiance. Mais il n'est pas trop tard. Donc, nous sommes alors au croisé des chemins. Donc, il faut que nous revenions tous, dirigeants et dirigés, à des meilleurs sentiments
pour, comme vous l'avez dit, de mettre le Mali au-dessus de nous tous, au-dessus de nos intérêts personnels, au-dessus de nos intérêts partisans, au-dessus de nos intérêts existentiels. Parce qu'il s'agit du Mali, notre dénominateur commun. Donc faire de telle sorte que nous ayons des nouvelles ententes. Et que ces nouvelles ententes-là soient alors confiées à des gardiens qui vont les garder. Par exemple, l'erreur qu'on a faite au niveau de la concertation, on a mis des choses, mais on n'a mis personne pour garder. Donc c'était ouvert à tout changement, quoi. On a fait une charte, mais qui était là pour garder la charte? Personne. Donc c'est ce qui a fait que, au fil du temps, la charte a été ouverte et mettre des choses là-dedans et changer, et cela a amené quand même un manque de confiance. Mais il y a des leaders dans la transition à qui les gens ont toujours confiance, même si on sait qu'ils sont quand même et ils sont pas seuls aussi, parce que on peut ne pas vouloir certaines choses, mais quand on est dans le groupe, on est obligé de respecter l'esprit du groupe. On sait qu'il y a des gens qui ont des bonnes intentions. Comme de l'autre côté, des gens qui ne sont pas autorités aussi, qui sont compris comme des ennemis de cette transition, qui ont des bonnes intentions. C'est des incompréhensions, quoi. Parce que les malingués disent que les conflits naissent de trois choses. Les intérêts. Fin coup, quoi. Les malingués appellent ça fin. Fin coup. Dioroko, la place. Et l'incompréhension. Ça, ce sont les trois causes de tout conflit. Okay. Et moi, je pense que le conflit, ou bien le manque de confiance qui existe entre les Maliens, c'est dû à l'incompréhension. Et vous, les journalistes, les hommes des médias, les hommes de la communication, vous devez jouer un grand rôle dans ça pour que les gens puissent se comprendre. Pour que la personne que nous sommes en train de prendre comme mon ennemi, parce que souvent ça arrive, hein, et nous qui sommes politiques là, nous savons cela. Par exemple, quand moi je partais aux élections législatives, on nous appelle des anciens politiciens maintenant, mais c'est des choses que nous avons vécues, qui ne peuvent pas être effacées. Ça fait partie de l'histoire. Donc quand moi j'étais parti dans mon village, il y a des gens que je considérais comme mes ennemis. Mais quand j'ai commencé ma campagne, je vois que ce sont ces gens-là qui sont plus engagés que moi-même. Donc vous voyez souvent, donc souvent on a certaines impressions qui ne sont pas vraies. Des préjugés, des gens, voilà, des a priori sur des gens, alors que c'est des fausses a priori. Voilà. Moi j'aime quelqu'un qui parle, qui dit son intention, qui s'oppose à moi, hein, que quelqu'un qui m'accompagne et souvent qui n'est pas d'accord avec moi. Donc je conseille à mes frères militaires qui sont les ténors de cette transition. Ils sont quand même les gens qui tiennent les rênes du pouvoir, même s'il y a les autres ministres. Donc ils se mettent au-dessus de tout et de faire de telle sorte que les Maliens puissent se retrouver. Et personne n'a intérêt aussi que cette transition échoue. Car l'échec de cette transition, c'est l'échec du Mali. Donc nous sommes condamnés de faire de telle sorte que cette transition la réussisse. Et nous sommes en train de dévier dans ça. Et si vous voyez que souvent nous disons des choses qui font mal souvent, c'est pour alerter. C'est pour que les gens puissent se retrouver. C'est pour que alors, les gens puissent avoir la solution. Sinon, si on n'a pas de bonnes intentions, rien ne nous empêche de nous taire. Hein. Donc, c'est ce que moi je peux dire à ce niveau-là. Merci bien. Bien, on a presque à la fin de cette rencontre qui nous permet donc de parler de cette crise du carburant et les propositions que vous avancez qui rentrent dans le cadre d'union des Maliens et de faire en sorte que chacun fasse un sacrifice à son niveau pour ramener la confiance. Alors, Baba, on a cette crise qui frappe tout le monde et que vous avez salué déjà les conducteurs, les chauffeurs, ceux qui participent à cela, mais aussi, quelles que soient les circonstances, les autorités aussi font leurs efforts, ils font ce qu'ils peuvent faire parce qu'on dit à l'impossible ni l'intenu. Hein. Souvent, on peut avoir des bonnes intentions, mais quand toutes les conditions ne sont pas réunies, aussi ça peut traîner, ça peut faire piétiner. Alors, je serais heureux donc que ici, vous saluez tous les Maliens qui ont toujours été résilients, vous saluez aussi ces conducteurs de ces camions, et aussi des autorités qui se font ce qu'elles peuvent du moins, et surtout les femmes qui sont au four et au moulin, qui nous aident dans tout ça là. Voilà. Merci bien, M. Monogo. Donc, comme on est à la fin de l'émission, donc je vais profiter de ce micro pour vous remercier une fois de plus pour m'avoir donné la parole. Et je salue
alors les efforts que nos autorités sont en train de mettre en œuvre pour que les Bamako puissent être servis en matière de carburant. Et je salue aussi les pétroliers, les entrepreneurs qui sont dans ces domaines-là, donc qui malgré tout, même leur citerne a été brûlée. Moi-même je me dis souvent, si moi j'étais dans cette situation, j'allais sécuriser mes camions. Mais malgré que souvent leur citerne soit brûlée, donc cela ne les a pas empêchés d'aller chercher du carburant pour nous les citoyens. Et nous prions Dieu que nous n'oublions pas ça, que ça reste dans nos esprits. Et nous en sommes très reconnaissants. Et je profite aussi pour saluer ces chauffeurs-là, ces chefs de famille, qui laissent leurs femmes, leurs enfants, pour prendre la route, sachant bien qu'il y a un grand risque pour nous amener du carburant, on les salue. Nous saluons nos militaires, on ne se fatigue pas de les saluer. Depuis que cette crise a commencé, depuis 2011, et ils sont en train de se sacrifier pour nous. Ils sont en train de donner leur âme. On a perdu des frères là-dedans, on a perdu des beaux-frères, on a perdu des cousins, des neveux. On a perdu beaucoup de gens dans cette crise, mais malgré tout, les militaires font face au danger pour que nous qui sommes des civils, nous puissions continuer à faire nos activités et à sécuriser nos biens. Donc on les salue. Donc nous saluons tous les citoyens maliens qui, malgré tout, sont restés tels qu'ils sont, en se résiliant, en trouvant la solution qu'il faut et en restant très patient. Donc j'ai toujours dit, le Mali a un très bon peuple, hein. Donc on les salue et on salue vous les journalistes aussi qui communiquent davantage pour que alors cette crise puisse être jugulée, pour que la solution puisse être trouvée. Nous saluons tous nos partenaires étrangers, Canada, Allemagne, Pays-Bas, tous ceux qui sont restés avec nous malgré la crise. Donc nous les saluons aussi. Donc merci et j'en suis vraiment ravi quand même de parler de cette question. Merci bien. Bon, merci de cette note qui fait la conclusion, dans laquelle vous saluez tout le monde, vous reconnaissez les mérites des gens. Nous avons également choisi ce thème-là pour en parler, pour que au moins chaque citoyen puisse aider à aller comment sortir de cette crise. Parce qu'il ne sert à rien, qu'on le veuille ou non, il ne sert à rien de critiquer, d'insulter, tout ce que la spécialité. Malheureusement, aujourd'hui, la spécialité, c'est renier le débat contradictoire et s'attaquer aux personnes, des humiliations, des injures. Notre objectif pour nous, ce n'est pas ça. C'est de faire en sorte que chaque citoyen, pour quelque situation que ce soit, puisse se prononcer, mais aussi contribuer en proposant. C'est par les solutions qu'on peut sortir des crises. Et s'il n'y a pas de crise, on peut aussi imaginer des idées pouvant aider au développement, à comment faire avancer le continent africain. C'est ce qui est pour nous très important parce qu'il s'agit de l'Afrique. Cela dit, merci encore une fois d'être passé ici et que nous allons toujours faire en sorte que vous soyez avec nous pour nous aider à décrypter les sujets d'actualité ou d'autres sujets politiques ou d'autres sociaux. Alors, vous qui nous suivez, comme d'habitude, nous ne pouvons pas partir d'ici sans vous dire grand merci de toujours rester fidèles à nous et que vos conseils, vos contributions, même vos réactions sur les plateformes, les réseaux sociaux nous aident aussi à améliorer ce que nous faisons. Nul n'est parfait, nous sommes là, nous sommes des journalistes, nous sommes des communicants, nous sommes des hommes de la parole, nous sommes ceux qui sont en quête des informations, mais on peut glisser aussi, on peut commettre des erreurs. Et c'est vos observations, vos remarques nous enrichissent et nous permettent donc de nous améliorer davantage. Je voudrais ici, avec votre permission, saluer tous ceux qui sont au niveau du département technique et tous ceux qui contribuent à ce que cette émission se réalise. On ne peut pas ne pas saluer Gandhi Malien, cette chaîne sur la plateforme qui a fait aussi, qui laisse ses empreintes et qui donne sa part de contribution dans la construction du pays. Rien n'est parfait dans ce que les autres humains font. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des glissades, des erreurs, mais toujours est-il que l'essentiel est que la chose existe et que Gandhi contribue effectivement dans ce qui est aujourd'hui de ce Mali nouveau. Voilà, il faut saluer cela. African TV vous dit merci et à une prochaine fois et à un prochain rendez-vous. Merci.